Le Premier ministre, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, première rencontre officielle entre les deux personnalités. Korikondiano a aussi reçu le gouverneur du Lions Club et les responsables de l'association Djelitomba. Nous serons avec François Lama dans ce reportage. La première dame de la République lance officiellement les activités de l'association des Marocains en Guinée. C'était dans un espace hôtelier de Conakry. Adama Magasuba nous en dira plus. Et puis les travaux du barrage hydroélectrique de Kaleta évoluent. On estime à 75% le niveau d'évolution des travaux. Nous serons avec Nabi Kamara dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale, ce qui concentre l'attention. Rencontre du président de l'Assemblée nationale avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Korikondiano s'est aussi entretenu avec le gouverneur du district 403-1 et les responsables de l'association Djelitomba. François Lama a suivi pour nous ces différentes rencontres. L'entretien entre le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre chef du gouvernement avait un double objectif. D'abord, féliciter l'honorable Claude Korikondiano pour son élection à la tête de l'institution, mais aussi justifier le bien fondé de la bonne cohabitation entre l'exécutif et le législatif pour le développement concerté du pays. C'est un homme que je connais depuis très longtemps et c'est même mon professeur. Donc je me devais de venir le féliciter pour ça. Et au-delà de ça, il est normal que le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale périodiquement se rencontrent pour évoquer les problèmes qui préoccupent la nation. Dans nos domaines respectifs, chacun travaille, met la main dans la main pour faire avancer les choses. Nous avons les mêmes objectifs à peu près, c'est de développer ce pays-là. Le second entretien, celui avec le gouverneur du district 403-1, a permis un échange fructueux sur les stratégies de développement, mais aussi les résultats déjà atteints par l'Alliance internationale en faveur des populations guinéennes. Nous sommes venus en tant que lions de 9 pays présenter nos compliments à l'Assemblée nationale de la République de Guinée pour leur dire que les lions du 403-1 se mettre à la disposition du peuple de Guinée pour l'aider dans sa lutte contre la pauvreté. Et nous avons eu l'assurance du président de l'Assemblée nationale que chaque fois que nous aurons un problème, de venir le voir pour qu'il voie dans quelle mesure il pourra nous faciliter les choses, puisqu'il sait que nous travaillons pour le bien de la communauté, pour le bien du peuple de Guinée. Le dernier entretien a permis également aux membres de l'institution Djelitomba de louer les efforts du président de l'Assemblée nationale, mais aussi de le féliciter pour son élection à la tête de l'institution. Nous sommes venus l'encourager et lui dire que Djelitomba, qui est un instrument, qui a été un instrument facilitateur pour que les élections législatives guinéennes aient lieu, il va sans dire que nous sommes les premiers à être comblés d'honneur. D'autres audiences et entretiens du président de l'Assemblée nationale sont également projetés avec des partenaires et associations de la place. Je vous l'annonçais en titre, les Marocains de Guinée tentent de s'organiser à Conakry. Ils viennent de créer une association de ressortissants du Maroc résidant en Guinée. C'est la première dame de la République qui a officiellement lancé les activités de l'organisation. Adama Magasuba, compte rendu. Des diplomates hauts cadres de l'administration, l'association des anciens étudiants guinéens au Maroc étaient tous conviés à cette grandiose cérémonie dédiée à l'amitié maroco-guinéenne. L'association des Marocains résidant en Guinée est une structure qui a pour ambition de placer au rang des communautés dynamiques pleinement engagées dans le développement socio-économique de notre cité. L'association a un plan d'action riche et varié pour le bonheur des populations marocaines et guinéennes. La pluralité des commissions au sein de notre association témoigne de la richesse de nos ambitions et le rattachement au rapprochement de nos deux nations sœurs dans les domaines social, culturel, éducationnel et économique. C'est une association qui entend projets sur plusieurs domaines, dont entre autres la santé, l'éducation, la culture, la collaboration économique et le financement de micro-projets destinés aux personnes en situation de précarité et la promotion des valeurs de paix et de tolérance. Cette association, qui est mue par la plus noble vocation, celle d'être au service de mes chers compatriotes. Elle a également pour ambition d'être un trait d'union entre nos deux pays frères et de constituer un maillon supplémentaire de la coopération agissante
entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, dont on ne saurait suffisamment louer la qualité de relations, ces relations fraternelles. La Guinée et le Maroc, deux nations qui partagent une histoire riche et solide de plus d'un demi-siècle. Le ministre directeur du cabinet à la présidence qui s'est exprimé au nom de la première dame de la République a d'abord rappelé les liens depuis les prémices des indépendances africaines en passant par la construction de l'unité africaine. Le Maroc a formé des milliers de cadres qui aujourd'hui sont employés dans les administrations et dans toutes les structures de l'État et qui contribuent au développement de notre pays. Donc, je voudrais, au nom de la première dame, féliciter cette association qui constitue aujourd'hui un cadre pour encore resserrer davantage les liens d'amitié entre nos deux pays. Le président des anciens étudiants de Guinée au Maroc, Sampel Youssef, a quant à lui remercié le peuple marocain pour les services rendus à nos milliers d'étudiants qui sont passés par le royaume chérifien. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'artiste Petit Kanga a bercé l'auditoire par quelques rythmes époustouflants de notre terroir. La troupe guinéoise du Maroc a émerveillé les invités. La construction des 3 tours du Waqf BID Guinée se discute à Conakry. Une conférence internationale sur le projet se tiendra dans les prochains jours dans notre capitale. L'annonce a été faite par un des responsables de l'organisation lors d'une rencontre avec le ministre de la Coopération internationale, comme le témoigne ce compte rendu signé Tchernos Mandialo. Il faut 61 millions de dollars pour réaliser ce projet. 3 immeubles à construire ici dans la commune de Kaloum. Un projet phare du gouvernement et de la Banque islamique de développement visant à renforcer le concept Waqf en Guinée. Dans son combat pour la mobilisation des fonds indispensables à la réalisation de ce projet, le ministère de la Coopération internationale multiplie les contacts. Bonne nouvelle, le fonds de solidarité de la BID s'ouvre au projet. Ce fonds va investir et construire un bien immobilier dont les revenus reviendront au gouvernement, au minimum de moitié au gouvernement de Guinée et l'autre moitié au fonds de solidarité islamique du groupe de la BID. La BID annonce également son intention de construire un village du millénaire en Guinée, un projet qu'elle a déjà réalisé dans certains pays d'Afrique, comme le Nigeria. L'approche est intégrée, tous les secteurs sont mis en œuvre d'une façon simultanée. Et donc, c'est un projet qui va durer à peu près 4 ans. La construction d'un village du millénaire est évaluée à 6 millions de dollars. Des infrastructures seront construites pour améliorer le mode de vie des habitants de la CRD choisie. Le projet, ainsi que celui du Waqf BID Guinée, s'inscrivent dans le cadre de la solidarité islamique. Première sortie médiatique du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Il a rencontré ses cadres techniques et les échanges ont porté sur la possibilité de mise en œuvre des opportunités d'investissement et d'application des différents codes du secteur. Les explications avec Saint-Martin Fancinadeno. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction change de nom. C'est désormais le département de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Une réforme qui découle du constat que les villes se développent dans le désordre et que les problèmes fonciers sont de plus en plus récurrents, tant dans les zones urbaines que rurales. Il convient d'ajouter les actions initiées de nos activités. Ce sont notamment le projet de code de la construction et de l'habitation, le projet de code de l'architecture, l'organisation des états généraux du foncier et l'assistance technique pour le renforcement des capacités des services du ministère avec l'appui de l'Union européenne. J'invite tout le monde à se mettre au travail afin que l'on soit à la hauteur des ambitions qui sont associées à cette réforme essentielle. Le chef de département confirmé entend mobiliser l'ensemble des acteurs pour mettre en place un système de gestion foncière et domaniale consensuel, équitable, responsable et durable. Nous devons donc faire un sursaut, aller de l'avant, faire en sorte que ce pays renaisse. Alors, faisons preuve. C'est une année nouvelle, il faut qu'on accepte de faire une certaine métamorphose, de créer un monde nouveau dans ce département.
Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, c'est donc la maîtrise foncière ainsi que le financement de logements à travers la promotion du partenariat public-privé. Le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie s'engage à poursuivre les réformes dans le secteur durant cette année 2014. Noceni Camara l'a annoncé lors d'une rencontre avec les travailleurs de son département. Le point avec Solide Kira. Porteur de croissance, le secteur du tourisme figure parmi les priorités du gouvernement de la Troisième République. En témoignent des actions d'envergure engagées dans le département ces dernières années. Pour l'exécution correcte de la nouvelle lettre de mission du département et la définition des nouvelles orientations, les travailleurs se retrouvent quelques jours seulement après la mise en place du nouveau gouvernement. La finalisation des villages artisanaux, nous en avons déjà 3 dont les études sont achevées. Nous voulons réaliser cette année des études sur 4 autres pays, à savoir Kisibou, Kankan, Mamou et Bokeli. Et le démarrage effectif sont des villages artisanaux de Kindianadri et Loa. Et nous devrons les poursuivre pour les achever pour qu'en 2015, ces hôtels en chantier puissent être des hôtels en fonctionnement. Pour la réussite de ces priorités, le département doit d'abord compter sur les potentialités endogènes, à l'image de l'exploit affiché par l'encadrement du Grand Hôtel de l'Indépendance après le retrait du groupe français Accor de la gestion de l'hôtel. À l'occasion de cette rencontre, le chef du département a reçu des présents de la famille Sidimé spécialisée dans la sculpture, mais aussi de l'ensemble des travailleurs pour l'élan de développement imprimé au secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat depuis ces dernières années. Un secteur considéré comme le moyen privilégié pour une fréquentation effective du pays. Autre grand titre de ce journal, le comité de coordination du projet d'aménagement hydroélectrique de Kalita se félicite du niveau d'avancement des travaux de construction du barrage. On estime à 75% le taux d'exécution du projet. Notre reporter Nabi Camara était sur le site pour voir comment les travaux évoluent. Images et témoignages dans ce reportage. Cette réunion a passé en revue les différentes étapes déjà franchies par le projet d'aménagement hydroélectrique de Kalita avant de se projeter dans le temps pour être dans le délai fixé pour le lancement de la première turbine de l'usine du barrage. Comme vous devez le savoir, c'est un projet que le président tient absolument parce que ce fut une promesse de campagne. Donc il a tenu à ce que son chef de cabinet et moi-même venions assister à cette réunion de coordination pour voir le niveau d'avancement du chantier. Les membres du comité de coordination du projet d'aménagement hydroélectrique de Kalita ont effectué d'abord des visites de terrain. Sur le site du barrage, tout va vite et bien. Le barrage de Kalita a pris forme et la société chinoise CWE travaille jour et nuit selon les règles de l'art pour offrir à notre pays un ouvrage digne de ce nom. Je dois vous dire que je suis vraiment satisfait de l'avancement. La route d'accès est entièrement ouverte. Le pont sur le fleuve Badi est presque à la fin. Il est à 75% réalisé. Le barrage avance énormément. L'évacuateur de crue avance. La vidange de fond avance. Bref, tous les ouvrages prévus sont en train d'avancer à la satisfaction du gouvernement. Voilà qui augure un lendemain meilleur pour notre pays en matière d'éclairage public. Je vous l'annonçais hier, le ministre de l'Information a pris fonction, tout comme celui de l'Énergie et de l'Alphabétisation. Les différentes cérémonies ont mobilisé plusieurs travailleurs partout. Les défis à relever sont nombreux. Voyons tout ça avec notre reporter Sekou Fernand Kourouma. Nous sommes au département de l'énergie et de l'hydraulique. Ici, Elhaj Papakoli Kourouma passe le témoin à Idrissa Thiam. Pour le ministre entrant, il met son entière confiance en ses travailleurs pour relever les défis de son département. Nous n'allons pas tergiverser. Nous avons une feuille de route, on a un programme de redressement du secteur de l'électricité. C'est difficile à mettre en œuvre et j'en appellerai en fait à la compétence de tout un chacun dans ce département pour qu'on applique cette feuille de route.
Au niveau de l'alphabétisation, ce département a été fusionné avec celui de l'enseignement préuniversitaire. Le nouveau département ainsi né doit faire face à l'extrême taux d'analphabétisme en accordant une seconde chance à ceux qui n'ont pas été à l'école. C'est dans ce contexte de défi majeur qu'intervient le passage de témoins dans ce département. C'est ensemble, dans une synergie d'action entre l'État, les ONG, les partenaires bi- et multilatéraux, les organisations paysannes et le secteur privé, que nous parviendrons à relever ces défis pour asseoir définitivement les bases d'une alphabétisation de qualité. Je vous donne l'assurance que les activités entreprises seront poursuivies et amplifiées à travers l'alphabétisation fonctionnelle avec priorité jeunes et femmes, l'alphabétisation professionnalisante, l'alphabétisation des élus locaux, l'association, la formation dans les centres NAFA. Le département de l'information change de locataire. La cérémonie de passation s'est faite dans une ambiance festive. Togba Césaire Pogomo a passé le témoin à Luceni Makanera Kake. Le travailleur, le chef de cabinet, a remercié le ministre sortant pour ses efforts fournis et félicité celui entrant pour le choix que le chef de l'État a porté sur lui. Après quoi, le ministre Pogomo a fait l'état des lieux durant sa mission. Nonobstant les contraintes de l'environnement politique et économique de notre pays, quelques résultats ont été atteints. La gestion a été globalement améliorée. Les cadres opérant dans les différents services, organismes et autres structures ont été davantage responsables. Pour le ministre entrant, son action s'inscrit dans la continuité. Je tiens à rappeler que mon action se situera dans la continuité de ce qui a été entrepris avec autant de mérite et de succès par mon prédécesseur. Mais il faudra parachever l'œuvre entamée et ouvrir de nouveaux chantiers. Le renforcement de l'indépendance de la presse, maillon essentiel de notre jeune démocratie, est certes un projet permanent et n'en demeure pas moins que son effectivité est un impératif catégorique. Aujourd'hui, le peuple de Guinée fonde son espoir dans ce nouveau gouvernement dont la principale mission reste d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Et puis cette rencontre du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avec le Lions Club de Guinée. Le club service manifeste sa volonté d'accompagner le programme du gouvernement axé sur l'aide humanitaire. Mohamed Amin Kamara nous en dit plus. Le Lions Club est venu féliciter le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour sa reconduction à la tête du département en charge des mouvements associatifs, mais aussi présenter son plan d'action humanitaire. Les principaux domaines ciblés sont l'éducation et la santé. Cette ONG compte accompagner l'État guinéen dans la construction des centres de santé à travers le pays. Nous avons le projet des pieds diabétiques, nous avons les projets de lutte également contre l'onchocercose, nous avons actuellement la formation de 24 Guinéens en santé oculaire pour une valeur de 250 000 $ qui est en cours, et nous avons également un fonds de 1 million de $ qui va servir très bientôt à mettre sur pied des centres oculaires tout au long du Niger, de Kankan, Sigiri, Zérékoré, toutes les zones de notre pays qui sont affectées par l'onchocercose, c'est-à-dire la cécité des rivières. Le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est disposé à travailler avec le Lions Club. C'est une ONG. Les ONG sont sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire. Notre devoir est de les accompagner dans tout ce qu'ils font en Guinée. C'est en 1985 que le gouvernement a ratifié la loi autorisant la création des mouvements associatifs. À ce jour, la plupart d'entre eux se sont montrés actifs, comme le Lions Club Guinée. Conakry vient d'abriter un forum sur l'orientation professionnelle des jeunes, l'occasion pour les organisateurs d'insister sur les atouts et conséquences des études à l'étranger. L'initiative est de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. C'est un reportage de Tcherno Maroufba. Les images sont commentées par Algassimouba.
Les étudiants guinéens en général sont souvent victimes d'arnaques et d'escroqueries pour l'obtention des bourses d'études dans les universités étrangères. Pour freiner ce fléau, le service chargé des relations extérieures avec les entreprises de l'université de Sonfonia et le groupe CCI Afrique spécialisé dans l'orientation des étudiants qui désirent poursuivre les études à l'étranger réfléchit avec les étudiants sur les modalités d'inscription dans les instituts et universités étrangères. Nous sommes là aujourd'hui pour donner une opportunité aux jeunes Guinéens qui ont envie d'aller étudier à l'étranger, pour que les enfants de la Guinée qui ont été formés à l'étranger viennent orienter, conseiller les jeunes, parce que nous considérons que c'est à notre niveau aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, de reprendre la question de l'orientation de nos enfants en fonction des réalités socio-économiques de notre pays. C'est sous le thème orientation professionnelle des jeunes, un outil efficace de lutte contre le chômage, que ce premier forum s'est tenu à l'université de Sonfonia, un espoir pour les étudiants. Compte tenu des frais de scolarité surtout, qui pour moi sont des raisons pour lesquelles les étudiants guinéens ne partent pas à l'extérieur. Mais après avoir posé ma question, il a bien répondu et j'ai compris. J'ai su aussi que c'était vraiment important parce que c'est vraiment cher. L'objectif est de former et informer les jeunes sur les exigences du marché de l'emploi qui devient de plus en plus concurrentiel. La Bissigui a désormais un centre d'affaires. L'édifice est opérationnel depuis quelques mois et a été inauguré hier par les responsables de la première banque guinéenne. C'est une innovation dans le secteur et l'idée semble séduire plusieurs opérateurs économiques. C'est Fernand Kourma. Ce centre d'affaires est dédié exclusivement aux grandes entreprises locales et multinationales en vue de leur fournir un service de qualité et faire en sorte que la Bissigui demeure la banque de choix de cette catégorie de clientèle. Une clientèle qui bénéficie de plusieurs gammes de produits dont la facilité de caisse, le découvert en compte, le crédit à moyen terme, le leasing et les crédits sports. Centre d'affaires, un centre ouvert à moins de 100 clients aujourd'hui. Les plus grands clients qui font les opérations d'import-export, qui font les importations de carburant et des grosses opérations à la fois localement et avec l'étranger. Autres innovations du centre d'affaires demeure le cash management qui facilite la connexion des clients au réseau de la Bissigui afin d'assurer leurs transactions bancaires en sécurité. En cela, il faut ajouter le Trade Center spécialisé dans l'ouverture des crédits documentaires, de remises documentaires et de toute transaction avec l'étranger conformément aux règles d'échange en vigueur. Quant au guichet institutionnel, il est au service des ONG internationales. À la suite de la récente conférence des bailleurs de fonds sur la Guinée à Abu Dhabi, le volume des investissements attendus en Guinée dans les 5 prochaines années devra atteindre 30 milliards de dollars. Si l'on tient compte des méga projets miniers comme Simandou Simfer et le Transguinéen, le projet CPI de Gofa, l'extension de la compagnie de bauxite de Guinée, CBG, ainsi que les autres investissements directs étrangers qui seront réalisés comme effet d'entraînement des méga-projets miniers. Puis des métiers spécialisés, le cash management, le trade finance, le leasing qui est en train de se mettre en place en Guinée. Donc au même endroit, nos clients corporate peuvent trouver tous les services avec des gens expérimentés. Et donc on espère que ça satisfera nos clients. L'ouverture de ce centre d'affaires traduit la volonté de la Bissigui à accompagner les efforts de redressement et de modernisation de l'économie guinéenne. Je vous amène cette fois à Kindia où le FIDAO vient d'être célébré, une rencontre annuelle de haute portée religieuse pour le musulman. C'est pour la deuxième fois que l'événement est organisé à Kindia et cette année la rencontre a mobilisé plus de 10 000 fidèles, comme le montre ce reportage de notre envoyé spécial à Kindia, Abdulaziz Baldé. Le quartier Balieu, dans la commune urbaine de Kindia, accueille pour la deuxième fois le Grand FIDAO 2014. Après plusieurs heures de prières et de bénédictions à la mémoire des illustres disparus et pour l'instauration de la paix en Guinée, les autorités se félicitent du succès de cette rencontre religieuse. On a organisé ces FIDAO pour faire les doigts pour le pays et pour nos morts, pour la paix et la tranquillité. On est très content parce qu'on a eu beaucoup de Conakry de tous les coins de la Guinée. Donc on est très content aujourd'hui. On est fiers. Voici des exemples à suivre et parce qu'aujourd'hui c'est un FIDAO pour tout le pays. Et ce que nous retenons, c'est une fête réussie.
Nous remercions tous les initiateurs et tous les organisateurs. Tout cela a été possible grâce aux idéaux du président de la République qui facilitent toute cette œuvre au niveau des populations. Pour cette deuxième édition, plus de 10 000 fidèles venus de divers horizons du monde ont de plusieurs fois lu le Saint-Coran. C'est une initiative de notables de la cité de Manga Kindi. J'ai été très marquée, il y a une folle, c'est incroyable, je vous dis. C'est comme si je me trouvais à la Mecque, quoi. Je suis venu spécialement de la France pour ces fidèles-là. Je suis très impressionné par rapport au monde que j'ai vu là ici. Il y a un monde fou qui s'est donné la main aujourd'hui ici à la banlieue. Cette cérémonie appelée Fidaou est commémorée chaque année au mois de janvier. Restons à l'intérieur du pays, direction cette fois Bonia, c'est dans la baie. La localité a une nouvelle mosquée. L'édifice a été réalisé par les fils de la localité, Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. Nous sommes dans le district de Bagnan. Ce village est logé entre la sous-préfecture de Afia et celle de Timbi-Madina. Ici habitent des populations à vocation agro-pastorale. Créé depuis 3 siècles, Bagnan est l'un des foyers coraniques les plus réputés de la baie. Ce vendredi donc marque un tournant décisif pour les fidèles musulmans de ce village. En 1962, la mosquée qui était construite en banco et couverte de paille a été changée. On a mis moitié dur, c'est-à-dire en béton, et puis on a recouvert le toit par des tôles. Bâtie sur une superficie de 238 mètres carrés, la nouvelle mosquée de Bagnan a une capacité d'accueil de plus de 330 fidèles. Le financement est assuré par les fils ressortissants de ce district. Le changement qui m'anime aujourd'hui, c'est qu'on a eu la bénédiction de tous les sages du pays. Et aujourd'hui encore, si je regarde mon village, ça ressemble à beaucoup de villages que j'ai connus en Côte d'Ivoire. Développement. Au cours de la cérémonie inaugurale de cette maison de Dieu, les Bagnankas ont plaidé pour l'extension de leur école primaire et la rénovation de ce poste de santé qui appartient à une autre époque. C'est un jeune courageux, on va le voir. Karim Assari est non-voyant, mais ne renonce pas pour autant à l'enseignement. Une passion pour lui qu'il veut continuer à vivre. Il enseigne dans certaines universités privées de Conakry et souhaite approfondir ses études à l'étranger. Il attend du soutien, comme lui-même l'explique au micro de nos reporters. Écoutons-le. L'objectif étant actuellement de retravailler mes compétences et de développer de plus en plus mon intelligence mentale qui est bien naturellement l'une des 4 grandes capacités de production humaine. Je suis à la recherche de voies et moyens me permettant de bénéficier d'une bourse pour poursuivre des études post-universitaires dans des universités françaises, belges ou américaines. Cette formation va contribuer à la très bonne qualification de mon niveau intellectuel. Ensuite, elle va favoriser davantage ma pleine insertion dans le monde du travail, dont les exigences sont aujourd'hui basées essentiellement sur le mérite et l'excellence. Les aides techniques qui me facilitant l'usage au manuel, me facilitant plutôt l'accès au manuel et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication fortement développées de nos jours, sont les raisons fondamentales qui motivent le choix de ces universités étrangères. Ainsi donc, je sollicite un soutien financier auprès de toutes les personnes physiques et morales. Je les prie de bien vouloir accepter de m'apporter leur appui considérable dans cette démarche personnelle qui décidément s'inscrit dans une dynamique de réussite totale. On termine avec ce déplacement des émissaires du président de la République. La CONAC s'est rendue récemment à Koubia, dans le village natal d'Elhadj Mamadou Touré, ancien président des sages du RPG Arc-en-Ciel du Sénégal, décédé à Dakar à l'âge de 77 ans. Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura. Corporation nationale de Guinée pose sa valise au village Souma. Les responsables de la structure ont été dépêchés par le président de la République dans ce district de la préfecture de Koubia pour présenter les condoléances à la famille d'Elhadj Mamadou Touré. L'ancien président des sages du RPG Arc-en-Ciel du Sénégal s'est éteint à l'âge de 77 ans à Dakar des suites de maladie. Au nom du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, et au président de la République. Elhadj Mamadou Touré a été l'un de nos militants. Depuis en 1992,
au Sénégal. Il a montré ses preuves lorsqu'il a adhéré au RPG. C'est grâce à lui, du Sénégal, Gambie, Mauritanie, Souma, Matagao jusqu'à l'Abbé, c'est grâce à lui, par sa lutte, il a adhéré beaucoup de citoyens de ces villes au RPG. Le défunt El Hadj Mamadou Touré laisse derrière lui 2 veuves et 10 enfants. Il était réputé pour sa simplicité, son ouverture et surtout sa fidélité pour la défense de la cause du parti. Au moment qu'il venait ici, on disait que le parti existe, ce qu'on disait de la bouche. Mais au moment qu'il est venu, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de comité de base, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de sous-section. Je peux dire aussi qu'il n'y avait même pas de sous-section. Donc, si Dieu a voulu aujourd'hui que El Hadj Mamadou Touré est parti, nous souhaiterions que le parti là aussi puisse être renforcé. J'ai appelé le président de la République le jour du décès d'El Hadj Mamadou Touré. Aussitôt, il a dépêché une forte délégation pour présenter les condoléances. Nous sommes très contents de son geste. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Koubia, Tikoulo, c'est dans Guékédou et à Poissy à Paris. Restez fidèles à la télévision nationale.